Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire en agro-environnement qui portera aujourd'hui sur les changements climatiques et la résilience des sols. Mon nom est Myriam Wardani, je suis agronome et conseillère en agro-environnement au MAPAC à la Direction régionale de la Montérégie et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je suis aussi accompagnée de ma collègue Andréane Godet, qui est agronome et conseillère en grande culture biologique et biodiversité, également au MAPAC en Montérégie. J'aimerais aussi mentionner que les webinaires en agro-environnement sont organisés par le MAPAC et que leur tenue est rendue possible grâce à la collaboration de notre partenaire Expansion PME. Donc, on va d'abord commencer avec une conférence qui sera présentée par Mme Marie-Ève Bernard, qui est conseillère en agro-environnement et en santé des sols, toujours à la Direction régionale de la Montérégie du MAPAC. Elle nous présentera un bilan des profils de sol qu'elle a effectués lors de la saison 2024. Puis, finalement, notre dernière conférence sera donnée par M. Renaud Péloquin, qui est producteur de grandes cultures et de veaux de grains. Puis, il nous expliquera comment marier l'agriculture durable à la rentabilité à la ferme. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre première conférence qui va être donnée par ma collègue Marie-Ève Bernard. Donc, Marie-Ève, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Puis pendant ce temps-là, je vais t'introduire. Donc, Marie-Ève Bernard détient un baccalauréat en agronomie et une maîtrise en sciences du sol. Elle est maintenant conseillère en agro-environnement et en santé des sols au MAPAC. Donc, Marie-Ève, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. En fait, au début, j'avais appelé la présentation bilan, mais après ça, je me suis dit, ouais, avec ce que je vais vous montrer, j'ai pas vraiment envie que vous gardiez comme idée que c'est ça juste ça que j'ai vu cette année. Fait que c'est plus les observations ou les problématiques que j'ai observées dans les profils de sol que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler juste un petit rappel de pourquoi, selon moi, c'est essentiel de faire des profils de sol là, quand on veut parler de résilience pour les sols agricoles, les changements climatiques. Je vais vous parler un petit peu des observations que j'ai faites cette année et une petite conclusion. Donc, pourquoi les profils de sol, pour moi, sont importants? C'est que pour moi, c'est un outil diagnostique. Si un producteur souhaite changer ses pratiques, introduire des nouvelles cultures dans la rotation, des nouvelles cultures de couverture ou changer la façon qu'il travaille, soit son semis, son travail de sol à l'automne ou au printemps, il doit savoir de où il part. Parce que s'il ne sait pas de où il part en termes de sol, c'est difficile pour lui d'évaluer le succès ou l'échec d'une nouvelle pratique qu'il a mis en place. Fait que pour moi, le profil de sol reste la façon de comprendre de où on part pour savoir vers où on va s'en aller avec nos sols. C'est une façon de faire qui est assez simple, pas très compliquée. Puis maintenant, il y a même un outil qui s'appelle Profil Sol qui a été développé par l'IRDA, l'équipe de pédologues de l'IRDA, pour nous aider à faire nos profils de sol de façon simple et rapide. Puis même, on n'a pas besoin d'être des pédologues experts maintenant pour être capable d'interpréter les profils de sol avec l'application. Et c'est peu coûteux parce que ce qu'on a besoin au final, c'est une pelle, un couteau, un peu d'eau pour essayer d'interpréter des fois des trucs dans le sol, mais c'est pas une opération qui est très coûteuse et très longue là, comme opération. Normalement, en une avant-midi, on est capable d'avoir fait quelques profils de sol dans un champ puis d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Ensuite, les observations, moi, peu importe que je sois dans le sable, dans l'argile, dans Montérégie, dans le nord du Québec, en Abitibi ou en Chaudière-Appalaches, il y a toujours 4 choses que je vais regarder quand je fais un profil. C'est sûr que les profils, c'est un outil de comparaison. Fait qu'on va regarder dans la zone où ça va bien, puis la zone où ça va moins bien, c'est 4 choses-là. On va faire des profils dans la zone où ça va bien ou ça va moins bien. Puis il y a 4 choses que je vais regarder quand je fais les profils. La première chose, c'est la couleur et l'odeur. Fait qu'on va ouvrir notre profil, puis on va regarder les différents horizons de sol. Puis on va regarder les différentes couleurs qu'on va trouver dans le profil, puis on va aussi sentir le sol, parce que les odeurs peuvent nous parler beaucoup. Quand ça sent bon, quand ça sent la terre, il n'y a aucun problème. Mais quand des fois ça sent le souffle, les œufs pourris, ça, c'est un indicateur qu'il y a une problématique dans notre sol. Ensuite, on va regarder la porosité. Est-ce que dans notre sol, la motte qu'on a, est-ce qu'il y a beaucoup de trous? Est-ce qu'on voit les racines qui circulent bien? Est-ce qu'il y a des petits trous, des grands trous, des trous de vers de terre? On va aussi observer la structure qui, elle, est vraiment, vraiment essentielle. Pour moi, c'est un des indicateurs à savoir si nos pratiques qu'on met en place sur l'entreprise sont efficaces. Quand on a une belle structure de sol, inévitablement, on va avoir des belles racines, on va avoir une belle porosité, puis la couleur va venir, on va trouver les couleurs qu'on souhaite dans notre profil de sol. Donc ça, c'est les 4 choses que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Et là, c'est là que je fais ma mise en contexte, mon avertissement. En fait, moi,
faut savoir que dans le cadre de mon travail, il y a comme je fais 3 types de sorties au champ pour faire des profils. Il y en a une que j'appelle Santé des sols 911. Là, je suis comme l'urgence 911 pour les sols. C'est quand les conseillers, les producteurs ont vraiment des problématiques particulières qui ont vraiment besoin d'un deuxième regard, qui ont tenté des choses, ça ne fonctionne pas. Les conseillers, des fois, ils disent, ben, Marie-Ève, j'aimerais ça que tu viennes avec moi parce que je ne suis pas trop sûre, j'aimerais savoir ton avis. Ça, c'est vraiment la job que, c'est rare qu'on m'appelle quand tout va bien. On m'appelle quand il y a des problématiques. Ensuite, avec la caravane Santé des sols dans laquelle je travaille beaucoup, on fait des ateliers de profil de sol au Québec, un peu partout au Québec. Fait que ça m'a permis de voir beaucoup de types de sols différents. Et aussi dans les projets collectifs, les cohortes, on a fait beaucoup de profils dans les dernières années pour accompagner les producteurs, mieux comprendre, transférer l'information comme de quoi un profil de sol. On n'a pas besoin d'être des pédologues experts de 25 ans pour commencer à se l'approprier puis à le comprendre. Donc, c'est sûr que ce que je vais vous montrer, c'est plus aujourd'hui des problématiques. Qu'est-ce qui devrait vous allumer des lumières quand vous faites des profils de sol? Qu'est-ce que vous devriez être attentif de voir pour essayer de mieux diagnostiquer ce qui se passe? Donc, ça, c'est un premier profil que je veux vous montrer. C'est la série Saint-Urbain. C'est un lombe limoneux argileux. Donc, c'était quelque chose d'assez lourd, qu'on dit une bonne argile. Puis, vous voyez en surface où j'ai encadré en rouge, vous voyez la couleur. Tantôt, je vous parlais de la couleur. Vous voyez, c'est beaucoup plus bleuté, comme une espèce de bleu acier. Alors qu'en dessous, ici, c'est plus comme gris, un petit peu plus de comme orangé. Donc ça, c'est des couleurs typiques. Le bleu, comme ça, c'est le fer, le minéral, le fer, qui, lorsqu'il est en absence d'oxygène, sous sa forme réduite, il se transforme en bleu, comme une espèce de gris-bleu comme ça. Quand on voit ces zones bleues-là en surface, pour moi, c'est vraiment problématique. Ce que ça veut dire, c'est que l'eau, l'air, les racines, ils arrivent de la surface. Puis là, ils descendent, ils essaient de s'infiltrer par la gravité, mais quand ils arrivent dans cette zone-là, ça veut dire qu'il y a une restriction. Ils ne sont plus capables de descendre. Donc, parce qu'il y a une zone plus dense, souvent c'est lié à une mauvaise structure, une masse volumique apparente plus élevée de ces sols-là. Donc, quand on voit du bleu comme ça, c'est vraiment problématique. Ça fait en sorte que l'eau ne peut pas descendre en profondeur. Ça arrive dans l'argile, des fois, qu'on voit ces zones bleues-là, mais vraiment dans le fond du profil, à 35-36 pouces de profond. Pour moi, ce n'est pas problématique. Bien, c'est moins problématique en profondeur qu'en surface. Donc, il faut vraiment rester alerte en surface. Ici, j'ai fait une photo rapprochée là, de la structure de sol de surface. Vous voyez, là, le sol avait été travaillé en surface au printemps pour préparer le lit de semences du soya. Donc, ici, c'était travaillé, il y avait une belle structure grumeleuse. Puis, juste en dessous, 1 pouce plus bas, on arrivait à une zone où vous voyez, c'est pas moi qui ai coupé le sol avec un couteau. Là, c'était vraiment la motte qui s'est défaite comme ça. Et vous voyez à quel point il y a très peu de porosité. C'est très, très lisse. Donc, l'eau, elle rentre dans le sol, puis elle arrive à 1 pouce, puis elle arrête là. La seule façon qu'elle a de sortir, c'est latéralement ou très lentement dans le profil de sol, ou sinon, il faut qu'on attende que l'eau s'évapore. Surtout dans cette série de sols-là, Saint-Urbain, où on est en Montérégie, dans les plaines, l'eau, elle ne bouge pas là, latéralement comme quand on est dans des pentes en Estrie ou dans certaines régions là, où c'est un peu plus vallonneux. Donc, l'eau dans les plaines, elle doit soit s'évaporer ou s'infiltrer. Ici, on s'entend que c'est limité. Donc, ici, clairement, il faut travailler sur briser cette couche-là ici pour essayer d'améliorer l'infiltration de l'eau et de l'air. Ici, c'est dans la série Providence, dans le coin de Richelieu, où j'avais été avec une conseillère puis les producteurs parce qu'il y avait des problèmes. Puis je me rends compte avec les argiles, l'automne 2023, où il y a eu, en fait, toute l'année 2023, où il y a eu beaucoup d'eau, des excès d'eau, l'automne a été plus difficile, on le sent, on l'a senti beaucoup dans cette année dans les argiles. Là, vous voyez comment la structure en surface, elle est vraiment massive. On voit des blocs. Je n'étais pas capable de dégrainer l'argile. Elle était vraiment en grosse motte. Fallait que je le tienne à 2 mains tellement que c'était lourd. Puis vous voyez le comportement des racines de maïs. Ils se sont faufilés juste dans la craque de retrait ici, la fente de retrait qui s'était créée pendant l'été. Puis elle poussait vraiment là, écrasée sur la surface de la motte. Donc ça, ce que ça veut dire, une racine comme ça, là, quand une racine, elle est saine, elle va pousser comme un crayon en 3 dimensions cylindriques. Alors que la racine qu'on voit ici, qui était vraiment écrasée sur la motte, elle poussait en 2 dimensions, comme une feuille de papier. Elle n'était pas capable de faire son extension au complet. Elle était vraiment limitée par l'espace qu'elle avait entre les mottes. Donc, ça, c'était vraiment problématique en surface. Puis en dessous, vraiment dans l'horizon B, là, en dessous de la zone compacte, on revenait à une argile qui était magnifique, qui était vraiment bien structurée, grumeleuse, de l'orangé, qui veut dire qu'il y a de l'aération parce que c'est du fer
qui se retrouve sur sa forme oxydée. Fait que ça, moi, ça m'encourage beaucoup. En tout cas, j'aime mieux voir ce genre de situation-là où on a de la compaction de surface puis que le dessous, le sous-sol est super beau. Ça, ce que ça me dit, c'est qu'une fois qu'on va avoir réglé la surface, on va être capable, on peut se fier que la profondeur va faire la job pour infiltrer l'eau, infiltrer l'air, infiltrer les racines en profondeur. Un autre cas aussi, c'est l'argile Sainte-Rosalie. Donc ça, c'est une argile qui est bien connue, qui est répandue dans quelques régions du Québec aussi, là, qu'on la retrouve, l'argile limoneuse. Donc quand on a creusé ce profil-là, encore une fois, la profondeur, elle était très en profondeur, là, au-dessus du 12 pouces ici. C'était vraiment très beau, très grumeleux, des petits agrégats ronds. C'est vraiment ça qu'on cherche. Quand les agrégats sont ronds, moi, j'aime comparer ça à des billes versus des blocs Lego. Fait que si on a la structure de surface, elle était très cubique, très, très peu de porosité, ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour l'eau et l'air de circuler. Puis les agrégats, comme ils sont plus cubiques, ben, ils se collent entre eux puis ils laissent peu d'espace pour l'eau et l'air. Alors que quand, comme en profondeur, ici, on a des agrégats qui sont très cubiques, très ronds, excusez-moi, ben, c'est plus difficile de les compacter parce qu'il reste toujours de l'espace pour l'eau et l'air. Donc ça ici, encore une fois, c'était vraiment un problème de structure de surface dans l'argile. Il n'y avait pas beaucoup de racines non plus vivantes. Donc, on le sait depuis les dernières années, on en a beaucoup parlé, l'importance des racines vivantes dans le sol. Bien ici, ce sol-là, s'il y avait eu des racines vivantes, on aurait vu une meilleure structure, une meilleure capacité au sol de se structurer parce que c'est une argile. Autre situation un petit peu différente, c'était encore une fois dans l'argile, dans le coin de Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, où c'était dans un champ de blé d'automne. La surface, elle était relativement belle parce que comme c'était des racines de céréales d'automne, il était là depuis l'automne passé, là, on est allé au mois de juillet environ. Il y avait énormément de racines de blé d'automne. Il y avait une belle structure, même si elle était un peu grossière, un peu plus des grosses mottes, mais ça s'effritait bien. C'était vraiment facile de travailler avec cette structure-là en surface. Mais quand on descendait un petit peu plus bas ici, vous voyez, c'était beaucoup plus bleuté, comme je vous ai montré tantôt, plus en surface, mais là, on la retrouve en profondeur, comme vous voyez ici. Donc, il y avait de l'orangé, donc signe qu'il y avait de l'oxydation, de l'oxygène, mais il y avait aussi des zones plus bleutées en profondeur. Donc, ça, il faut faire vraiment attention à ces zones-là. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui stagne, il y a un manque d'oxygène qui stagne il y a un manque d'oxygène et de l'eau stagnante qui reste dans la profondeur ici. Donc, ça va être à travailler avec le producteur de trouver des stratégies pour essayer de ramener les racines en profondeur, faire sortir l'eau du champ, ne pas qu'elle stagne là, puis de voir en fonction de la densité ce que c'est nécessaire de sous-soler ou pas. C'est des discussions qui sont en cours présentement avec le producteur. Et ça, c'est un cas que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est un producteur qui a adopté des bonnes pratiques de travail réduit depuis plusieurs années, un ancien producteur laitier qui a vendu son quota. Et depuis, tu sais, il se demande, est-ce que je suis prêt à faire du semi-direct? Il voudrait essayer de faire le moins de travail de sol possible. Puis, il se demandait avec sa conseillère si ses sols étaient prêts à faire du semi-direct. Parce qu'on sait qu'avec du semi-direct, c'est une des choses qu'il faut gérer le plus rapidement possible, c'est la gestion de l'eau. Si nos sols sont en santé, pour faire du semi-direct, ça va être beaucoup plus facile. Alors que si on veut faire du semi-direct puis nos sols ont de la misère à infiltrer l'eau, bien, on va avoir de la misère au printemps parce qu'il va falloir attendre que l'eau se soit infiltrée au complet pour être capable de rentrer dans le champ rapidement. Donc, on a fait un premier profil dans un de ces champs là, que ça faisait quelques années qui est en maïs, soya, céréales. Puis, il y avait eu un petit travail de sol d'automne parce qu'on est allé après le soya, on est allé quasiment à la fin octobre, là, fait que le soya avait été récolté, il y avait du lisier qui avait été appliqué. Et vous voyez à quel point à la surface, c'est sûr que ça a été travaillé mécaniquement, mais on voit que la structure, elle est plus ronde, plus grumeleuse. Juste en dessous, vous voyez la zone ici là, que je vous présente avec le pointeur. C'est beaucoup plus la paroi, on voit comme la paroi d'une falaise. C'est beaucoup plus lisse, la paroi, fait que la structure, elle était beaucoup plus cubique. Puis vous voyez mon couteau que j'avais laissé là pour la photo. En fait, moi, c'est un test que j'aime beaucoup faire pour déterminer sont où mes zones de résistance dans le sol. Fait une fois que mon profil est creusé, je prends mon couteau et je remonte avec mon couteau jusqu'en haut de la surface, puis j'essaie de voir c'est où que j'ai des zones de résistance. Puis dans ce profil-là, à peu près 9 pouces, j'avais ici, mon couteau arrêtait. Je n'étais plus capable de le monter. Fait que ça, ce que ça me dit, c'est qu'ici, dans cette zone-là, j'arrivais à une zone un peu plus dense. Fait que là, ça me permet de comparer la surface et le sous-sol.
Puis je vous ai mis une photo du sous-sol. Vous remarquez encore une fois, ceux qui ont de l'argile Sainte-Rosalie vont la reconnaître, là, le sous-sol de cette argile-là est magnifique. La structure, c'est vraiment grumeleux. Les agrégats sont très ronds. Là-dedans, on a une infiltration de l'eau qui est vraiment très bonne. Fait que quand les racines, l'air et l'eau réussissent à passer à travers la petite couche plus compacte, là, des fois qu'on trouve ici en dessous, après ça, c'est pas un problème. Mais fait que le producteur, ici, moi, on a conclu avec le conseiller, la conseillère et le producteur que ce champ-là n'était pas nécessairement prêt à faire du semi-direct. Par contre, ici, c'est un champ qui avait du foin depuis, qui avait eu du foin dans le temps qu'il y avait des vaches. Et c'était la deuxième année qu'il y avait du maïs. Et il y avait aussi du raigrand intercalaire. Et vous voyez, c'est le même type de sol, géré par le même producteur. On voit la zone de l'horizon B qui est à peu près à la même profondeur. Et regardez, comparez les structures de sol entre ici et là. Beaucoup plus grumeleux. On ne voit pas l'effet de falaise comme je vous parle ici, où c'est que la porosité, la structure, l'arrangement des agrégats est beaucoup plus lisse, cubique, alors qu'ici, c'est vraiment plus grumeleux. Fait que dans ce champ-là, moi, je n'étais pas du tout inquiète qu'ils essayent de faire du semi-direct pour une première année, mais ici, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc, dernier cas, ici, c'était l'argile Rigaud, donc en Montérégie, complètement à l'ouest, près de la ligne avec l'Ontario. Encore une fois, c'est une argile. Fait que heureusement, le fond était quand même bien, un petit peu plus cubique que ce que je viens de vous montrer par rapport à l'argile Sainte-Rosalie. Mais regardez quand je vous parle de surface, de structure cubique, comment entre mes mains, là, c'est vraiment lisse. On voit très, très peu de porosité. Donc, encore une fois, on avait un problème de structure de surface. Mais une fois que l'eau et les racines étaient capables d'atteindre le sous-sol, là, c'était super beau. Donc, en gros, ce que j'ai observé cette année, c'est vraiment ça. Des problèmes de structure de surface qui empêchent l'eau, l'air, les racines de descendre dans le sous-sol, qui souvent est très, très beau. Fait que, je pense que c'est super important moi, je pense juste au travail de sol qu'on fait à l'automne. Si on a des champs qui sont comme ça en surface ici, bien, c'est sûr qu'il faut essayer d'aller briser cette couche-là. Si on fait un travail de surface, on dit, je ne travaillerai pas profond avec mon équipement, je vais juste travailler un 3-4 pouces, mais que votre compaction descend jusqu'à 8 pouces, bien, vous ne réglerez pas le problème. Donc, c'est important, avant de faire des travaux de sol d'automne, d'aller voir de quoi a l'air votre structure après votre culture pour être capable de faire le bon travail de sol à la bonne profondeur pour régler la problématique si vous voulez régler ce problème-là. Donc, les problèmes varient, mais il y a des solutions. On a acquis énormément de connaissances sur les types de travail de sol, la structure du sol. Les conseillers vraiment sont super bien formés de plus en plus pour gérer, comprendre un peu plus le sol, donc n'hésitez pas. Puis les profils de sol peuvent nous surprendre. Moi, il n'y a pas une fois où j'ai été avec un conseiller puis un producteur où le producteur et le conseiller n'ont pas appris quelque chose. Même moi aussi, même avec les dizaines et les dizaines de profils de sol que j'ai fait dans les dernières années, à chaque fois, on trouve quelque chose de différent. Il n'y a jamais un argile qui se comporte exactement de la même façon en fonction de l'historique du champ. Et ça, c'est le message le plus important, je pense, de la présentation, c'est que la présence du producteur est essentielle. Depuis cette année, je me disais, il ne faut jamais que je fasse un profil de sol si le producteur n'est pas là avec nous. Parce que pour moi, si le producteur n'est pas là, bien, il ne sera pas aussi engagé dans la démarche après. Fait que le conseiller a beau être là tout seul dans le champ, à faire le profil, puis à lui suggérer des stratégies après. Si le producteur n'est pas là pour toucher, sentir, creuser avec nous, bien, il va moins comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien, je vous ai montré des photos de profil de sol ce matin, là, mais il n'y a rien de pire que des photos de profil. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment d'être là au champ avec nous, de le faire pour qu'ils se sentent engagés pour la suite. Donc, le petit dicton qu'on avait avec la caravane, bien, qu'on a toujours avec la caravane Santé des sols, c'est creuser un peu, apprendre beaucoup. Donc, voilà, je laisse la parole à mes collègues qui vont vous parler un petit peu plus de la démarche scientifique et producteur là, pour rendre des sols en santé. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'était vraiment intéressant. Tu aurais pu en parler pendant beaucoup plus longtemps. Oui, mais c'était juste faire une introduction pour placer un peu les profils, puis qu'est-ce que j'ai vu surtout dans la dernière année, mais effectivement, les profils, il y a trop de choses à dire pour 15 minutes, mais j'ai voulu vous montrer les petits trucs problématiques que j'ai vus cette année. Tu as bien relevé le défi. Donc, je vais laisser Andréane prendre les questions, peut-être. Oui, tout à fait, merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Alors, on a une première question dans le clavardage. C'est quelles cultures peuvent contribuer au décompactage? Ah, ça, c'est la grande question que je me fais souvent poser. Puis avec, dans le temps que je m'occupais du programme culture de couverture avec Ghislain en Montérégie, on a suivi énormément de champs de culture de couverture, puis on a creusé beaucoup pour aller voir les profils racinaires, tout ça. Puis c'est sûr que ça dépend toujours du niveau de compaction des champs, mais
sais, moi, j'ai arrêté de croire que des racines de radis puis de moutarde, ça pouvait décompacter des champs. Fait que d'un bord, ce que j'aime dire, c'est que les sous-soleuses ne vont pas toutes seules décompacter à long terme des champs. Puis de l'autre bord, il n'y a aucune racine de culture de couverture qui va décompacter à long terme. Parce que, ben, qui vont décompacter des champs qui sont réellement compactés. Fait que si on fait un diagnostic et qu'on voit de la compaction, que ce soit de surface ou de profondeur, il faut qu'il y ait un travail qu'on jumelle les deux. Donc, un travail des racines qui vont coloniser les trous et le travail mécanique de l'équipement de travail de sol, une soleuse qui va combiner tout ça. Fait il n'y a aucune racine qui va décompacter, puis il n'y a aucun sous-soleuse qui va faire la job tout seul. Il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe. Mais c'est sûr, il faut voir, pour décider quelle espèce on va implanter, première chose, il faut faire le diagnostic. Et à quelle profondeur ma compaction? Puis après ça, quel temps je vais laisser à mon champ et mes cultures pour pousser? Fait que si vous avez de la compaction de profondeur, bien, vous allez devoir choisir des espèces qui, rapidement, dans le temps que vous allez allouer à vos cultures, vont être capables de descendre en profondeur puis de coloniser les craques que vous venez de créer avec votre soleuse. Si votre compaction est plus en surface, puis comme je vous ai montré la zone bleue dans le premier profil, bien, rapidement, on va être capable, si on fait un travail de sol, puis on implante des cultures de couverture, puis on travaille le sol, on va être capable de coloniser cette zone-là. Mais si la compaction est en profondeur, là, il faut se laisser plus de temps, amener des racines pivotantes qui vont pousser en profondeur rapidement. Mais ça dépend de chaque situation, vraiment. Merci, Marie-Ève. J'ai une autre question pour toi, d'ailleurs. Juste un petit instant. Est-ce qu'il y a un autre facteur que la compaction qui influence la densité du sol? En fait, dans la question, il y a comme une mention en lien avec la présentation que tu expliquais plus tôt qu'un argile gris acier était un problème en surface, mais qu'au sous-sol, le profil de sol était très beau et bien drainé. Oui. Bien, en fait, c'est que ça arrive, des fois, on voit des argiles bleues dans le fond. Tu sais, c'est normal qu'à 36, 37 pouces, des fois, on voit de l'argile qui est plus bleue. Après ça, il faut se questionner, bon, est-ce que je suis juste à côté d'un drain, entre les drains, ou le champ n'est pas drainé? C'est tout ça, c'est par rapport au drainage qu'on va faire on va se questionner un peu plus par rapport au drain puis au drainage. Mais moi, ce que j'aime pas trouver, c'est des zones bleues en surface. Parce que moi, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu que les racines aient un 30 pouces, 36 pouces pour coloniser, puis pour se développer, puis aller chercher les nutriments, ben ils ont la zone juste en haut de la zone bleue. Fait que ça, c'est problématique quand on trouve des zones bleues, puis surtout quand ça sent le souffle, là, en surface, c'est vraiment problématique. Fait que j'ai répondu à la dernière, mais la première question, Andréane, c'était quoi? Tu avais la première partie de la question? Là? La première partie de la question, c'est est-ce qu'il y a un autre facteur que la compaction qui peut influencer la densité du sol? Bien, c'est sûr que il y a plein de choses qui font de la compaction. Il y a le travail de sol, il y a juste l'effet de la pluie, il y a l'absence de racines aussi. Naturellement, le sol va se densifier, va se compacter. C'est pour ça qu'on ne veut jamais laisser des sols en jachère, puis qu'on ne veut jamais laisser des sols à nu. C'est que quand un sol n'a pas de racines, naturellement, il n'y a rien qui garde les pores ouverts. Alors que quand on a un sol qui a des racines vivantes, ils vont créer de l'espace, puis il va y avoir des cycles les racines vont pousser, faire leur espace, occuper, faire des trous. Puis là, quand ils meurent, ben, ils laissent ces trous-là vides. Puis s'il y a une belle rotation de culture de couverture, de racines, de culture commerciale, les racines vont aller réoccuper ces trous-là. Fait qu'ils vont laisser de l'espace. Ils vont comme regonfler le sol d'air et d'eau. Mais si on travaille notre sol de façon agressive ou qu'on pulvérise trop souvent avec des équipements soit lourds ou une répétition de travail trop fin, là, on va le compacter. Mais il y a la météo, il y a le type de sol aussi qui va influencer tout ça. OK. Puis, j'irai avec une dernière question, Marie-Ève. Est-ce que la chaux peut aider à décompacter une couche compacte? Comme par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, il semblerait que les sols ont tendance à être acides. Donc, est-ce que ça pourrait comme aider ou contribuer d'une quelconque façon en mettant de la chaux? Bien, ça, je sais qu'il y a eu une conférence qui a été donnée là-dessus au Rendez-vous végétal, je pense, l'année passée, là, mais je n'ai pas pu y assister, mais j'ai été vraiment curieuse de voir parce que c'est sûr que quand ceux qui sont allés à l'université, on se souvient dans nos labos qu'on faisait de sol, on disait que quand on rajoutait de la chaux, le calcium aide à la flocculation, à l'agrégation des argiles. Fait que c'est sûr qu'on est porté à dire, OK, bien, si je rajoute de la chaux, je vais pouvoir améliorer la stabilité ou la structure de mes argiles. Ça, c'est vrai. Dans Abitibi, c'est sûr que je suis allée il y a quelques années en Abitibi avec la caravane et je me souviens qu'en surface, l'argile c'était de l'argile beaucoup, elle n'était pas très bien structurée puis le pH était faible. Mais en dessous, dans le sous-sol, c'est l'inverse. L'argile, elle était extrêmement belle puis le pH était plus élevé en profondeur qu'en surface.
Fait que oui, c'est vrai que ça pourrait aider si on est capable de chauler, d'augmenter le pH de ces argiles-là, qu'on pourrait améliorer la flocculation puis la structuration des argiles. Mais la problématique là-bas, c'est l'accessibilité de ces produits chaulants-là. En Montérégie, ici, nous, c'est pas une problématique. On parle presque plus de chaulage avec nos producteurs parce que c'est quelque chose qui est acquis. Mais du fait qu'il y a très peu de disponibilité de la chaux en Abitibi, ben, c'est une problématique qu'il faut encore qu'ils travaillent là-bas. Là. Je sais, mes collègues au MAPAC en Abitibi, c'est une problématique qui travaille encore beaucoup avec leurs producteurs, le chaulage des terres agricoles là-bas. Là. Fait que oui, ça pourrait aider, mais je pense pas que la chaux tout seul va décompacter un sol, encore moins que juste un travail de sol. Il faut qu'il y ait des racines, il faut qu'il y ait de la vie dans le sol pour que ça se décompacte. Là. C'est ça peut faire partie, une partie de la solution, mais c'est une stratégie qui est plus globale que tout ça. Que ça prend, effectivement. Merci énormément pour tes questions et merci beaucoup également pour ta présentation qui est toujours très intéressante. Je vais redonner la parole à Myriam, excusez-moi, pour la suite de nos présentations. Donc, on va passer à la dernière conférence qui va être présentée par M. Renaud Péloquin. Donc, Renaud, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra, puis je vais vous introduire pendant ce temps-là. Donc, M. Péloquin est la 8e génération d'agriculteurs et fier copropriétaire de ferme Sainte-Victoire avec sa sœur et son beau-frère, située à Sainte-Victoire-de-Sorel depuis 2010. L'entreprise exploite 530 hectares en grande culture et élève des veaux de grains. Diplômé en agroéconomie de l'Université Laval, M. Péloquin a également siégé sur le conseil d'administration de la relève agricole de sa région, RARI, pendant 10 ans, sur le conseil d'administration du syndicat de base de Richelieu-Yamaska, également pendant 10 ans, ainsi qu'à la présidence du conseil d'administration du club agro-environnemental Lavalière jusqu'à sa fusion avec Groupe ProConseil. Actuellement et depuis 2023, il est administrateur au conseil d'administration d'Agisca Coopérative. Donc, M. Péloquin, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Premièrement, je voudrais remercier le MAPAC et tous les organisateurs du webinaire de m'avoir invité pour parler des enjeux là, sur ma ferme et sur l'agriculture. C'est toujours intéressant de jaser de tout ça. Je voudrais aussi féliciter les 2 premières conférences avant moi. C'est toujours très intéressant, là, ces sujets-là. C'est un peu l'aboutissement de notre réflexion sur la ferme. Donc, je vais commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de viser l'agriculture durable, santé des sols et la rentabilité de la ferme. Ferme de Sainte-Victoire, c'est 8 générations. Oui, tantôt, il y a une petite erreur dans la présentation. Là, Ferme Sainte-Victoire, ce n'est pas depuis 2010, là, c'est depuis plusieurs années. Même mon intégration sur la ferme à temps plein est depuis 2010. Ma soeur et moi, on est la 8e génération sur la ferme. On a intégré mon beau-frère il y a quelques années. Donc, on est 3 copropriétaires en bas de 40 ans. La vision de Ferme de Sainte-Victoire, c'est de rendre la ferme la plus résiliente possible pour être capable d'être bien transférée. C'est pas pour rien qu'on est là depuis 8 générations. C'est pour ça aussi que c'est mes parents, mon père Jacques et maman Michel aussi, qui nous ont grandement aidés depuis pour faire en sorte qu'on est en ce moment aussi qu'on est rendu sur notre ferme. Et tout ce qu'on veut faire dans les prochaines années, ben, c'est sûr que c'est pour la 9e génération. On espère toujours qu'ils vont s'intéresser à ça. Ferme de Sainte-Victoire, ben, c'est pas très original, là, c'est à Sainte-Victoire de Sorel. Je remercie mon grand-père Armand pour ce choix très judicieux. Ferme de grande culture conventionnelle, partagée en semi-direct en travail réduit sur 535 hectares. Comme Marie-Ève parlait tantôt, on a eu des défis dans les dernières années avec le semi-direct. C'est très relié avec la compaction. C'est pour ça qu'on a, depuis quelques années, de ramener le travail réduit pour essayer à trouver un équilibre là, de rentabilité et de santé des sols. Les enjeux qu'on a à la ferme de Sainte-Victoire, on est en Montérégie-Est, mais j'aime dire qu'on est dans le nord de la Montérégie, qu'on n'a pas tout à fait le même climat que le reste de la Montérégie. Là. Souvent, on a des gels hâtifs et tardifs plus fréquents que le reste
de la Montérégie, puis on est proche du fleuve. Souvent un certain impact sur le climat. Aussi, les autres enjeux sur notre ferme, c'est qu'on a tous les types de sols. On part du sable Saint-Aimé à l'argile Saint-Ours, souvent dans le même champ. Que ça, c'est un grand défi. Les principales cultures, ben, c'est maïs, grains, soya, blé d'automne. On a délaissé là, dans la dernière année le blé de printemps, question de rentabilité, puis de meilleure réussite avec le blé d'automne. Puis le sec d'automne, j'ai oublié de faire une mise à jour, mais on n'en fait plus à cause qu'on a réussi à avoir des contrats de semences dans le blé d'automne. Euh, Ensuite de ça, ben, depuis une dizaine d'années, là, on travaille beaucoup avec les cultures de couverture. Aussi, comme on l'a présenté tantôt, ben, on est sur une position de veau de grain à notre compte. On fait à peu près 500 à 600 veaux par année depuis qu'on a vendu le troupeau laitier. Ça a été là, une séparation, là, un enjeu avec un membre de la famille qu'on a dû vendre le troupeau laitier dans le temps. Donc, c'est différents enjeux. C'est pour ça que le ferme de Saint-Victor a toujours eu à remonter des défis. Puis c'est pour ça que notre vision est bien importante. Et avec cette vision-là, on ramène toujours l'aspect que notre mission derrière tout ça, c'est de trouver l'équilibre entre notre travail, puis en parenthèse, qui est notre passion. Puis c'est souvent c'est là qui est dur de doser la passion puis la famille. Puis aussi, l'autre enjeu qu'on a eu sur la ferme, ben, en 2010, à mon intégration, on a passé de 200 hectares de terre cultivable à peu près 600 hectares de terre. Je vais en parler un peu plus loin aussi là, dans les enjeux et défis. Ce qui nous amène à, quand on parle d'enjeux puis de vouloir avoir une ferme plus résiliente, ben, on prend un recul puis on réfléchit aux investissements qu'on veut faire. Là, quand on est dans un contexte de prix des terres toujours en augmentation, le coût de la machinerie et les intrants qui augmentent toujours. On est une entreprise endettée, là, quand l'aspect que je vais parler là, de l'achat des terres en 2010. On a la pression sociale sur l'environnement. Puis aussi, ben, quand on parle des changements climatiques, là, nous autres, c'est un aspect qu'on considère qu'on considère beaucoup sur la ferme parce que dans les dernières années, on a vécu des grosses sécheresses qui ont beaucoup impacté là, les chiffres sur l'entreprise. Donc, faut y penser à ça aussi. Que dans le thinking de la ferme, on sait comment on veut réussir à maintenir nos marges et notre productivité. Pour faire ça, ben, pour nous aider à réfléchir à ça, ben, on s'est entouré. On est allé chercher de l'aide auprès d'experts, des différents organismes, des groupes de producteurs. Souvent, ça aussi, c'était très intéressant de parler avec d'autres producteurs. C'est en venir à essayer de trouver l'équilibre sur des investissements à long terme et la rentabilité de la ferme. C'est bien beau investir des choses à long terme qui ne se rentabilisent pas, c'est pas toujours gagnant. Donc, il faut aller trouver de quoi là, qui nous allait bien aussi. Je vais bien préciser, ben, ma soeur est une comptable agréée. Elle nous souvent, moi, j'ai la passion de l'agriculture. On veut toujours aller plus loin, plus vite, mais il faut toujours quelqu'un qui nous ramène à nos chiffres de temps en temps puis pour être capable de faire vivre la ferme le plus longtemps possible. Puis dans cet aspect-là aussi, ben, ce qui est important, puis ça, je vais le répéter tout le long de la conférence, c'est saisir les opportunités. Puis une des opportunités qu'on a eues sur la ferme en 2018, à peu près 2017-2018, on a eu quelqu'un qui est venu cogner à notre porte, une personne qui accepte pas le non facilement. Puis on a décidé d'ouvrir grandement nos portes, puis ça a été le meilleur move qu'on a fait parce qu'on a décidé d'investir à long terme sur la biodiversité, sur l'environnement, sur notre ferme. Le principe de garder notre sol sur nos champs, nous autres, parce que si on décide d'investir dans le champ, on veut qu'il reste aussi qu'il est. On a décidé d'investir dans les bandes riveraines élargies améliorées. Une bande riveraine élargie améliorée, c'est une bande riveraine qui est supérieure là, au réglementaire et qui a été améliorée avec des arbustes, des nichoirs,
des plantes herbacées pour pollinisateurs, des herbrisants aussi qui peuvent être intégrés là-dessus. On a décidé d'investir massivement sur les bandes riveraines, sur la FAP. Et j'aime dire aussi, le mot, c'est investir. Et pour nous autres, on a réussi à différencier le mot dépense en investissement. Sur la ferme, maintenant, on investit dans la santé des sols, on investit sur la biodiversité. C'est le mot d'ordre à la ferme de Sainte-Victoire. Ici, sur la carte, c'est tous nos champs là, de la ferme. On peut voir sur plus à droite de la carte que c'est la ferme principale là, de 8 générations qui est depuis le début. Puis le parti un peu plus à gauche, c'est la ferme qu'on a achetée en 2010 là, pour l'agrandissement qu'on a eu dans les terres cultivables. Je voulais aussi vous identifier là-dessus que c'est très important de s'entourer d'experts pour faire des bandes riveraines parce qu'on est des producteurs agricoles. Ce n'est pas toujours évident de. On est habitué de cultiver du maïs, du soya, des céréales, mais de faire des bandes riveraines, moi, je ne connaissais pas ça. Donc, puis faire une bande riveraine, j'aime souvent dire, c'est comme faire un tatou. Il faut y réfléchir bien d'avance, le planifier parce qu'elle est là pour longtemps. On veut la faire là pour longtemps. C'est un investissement à long terme. Donc, il faut y penser. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer pour la faire. Souvent aussi, des experts, maintenant, de plus en plus, il y a du monde très bon pour faire ça. Ils vont faire un diagnostic pour te dire quelle bande riveraine faire sur ta terre. Comme on dit, sur la ferme, on a fait différent. Je dis souvent aussi que c'est pour les cours d'eau, il faut connaître nos cours d'eau, il faut connaître nos types de sol. Parce que dépendant du cours d'eau, on va décider quelle est bande riveraine, que je veux dire, qu'on va faire sur la ferme. Aussi, on voit des différentes, il y a des haies qui sont juste herbacées, on a des haies arbustives herbacées, on a des haies brise-vents aussi. Puis comme d'autres dernièrement, on a décidé de faire des prés fleuris là, dans des petits champs qui étaient plus difficiles à cultiver pour encore améliorer la biodiversité sur la ferme. Si je mets ça un peu en chiffre, les bandes riveraines, là, depuis 2018, on a pris une petite pause en 2023, on a pris des vacances, ce qui représente 6,82 hectares de terre cultivable qu'on a transformé en bandes riveraines élargies. C'est à peu près 4000 arbustes et arbres qu'on a implantés, plus des nichoirs pour les hirondelles, puis plus toutes les plantes herbacées qu'on a faites pour les pollinisateurs. Ici, sur les photos aussi, on peut voir les différents types là, de bandes arbustives là, qu'on a faites là, sur la ferme. Et c'est ça quand le monde me demande les bénéfices qu'on a de ça, ben, c'est sûr que les premiers bénéfices contre l'érosion, tout ça, sont très flagrants. L'année passée, on a vécu la tempête débit de 200 mm d'eau sur notre ferme. Puis on a vu que vraiment nos bandes riveraines ont été un tampon là, sur cet aspect-là. Et aussi, ben, qu'est-ce que j'aime dire? Ben, c'est la beauté. J'ai eu l'autre jour une personne qui m'a dit qu'on est les agriculteurs aussi, on est des créateurs d'aménagement. On rend le plus beau notre lieu de travail. C'est très enrichissant, c'est très motivant là, pour l'avenir de notre ferme. Si j'arrive aux chiffres, quand on parle d'investissement, ben, les bandes riveraines sur notre ferme depuis 2018, c'est un montant à peu près de 135 000 mais par exemple, avec tous les programmes Prime Vert et les autres programmes, là, Agriculture Canada et différents organismes, c'est à peu près un montant de 15 000 là, que la ferme a assumé. Aussi, avec le dernier programme, le RPA, là, dans les 3 dernières années, on était capable de chercher un montant de 18 000 là. Puis en Montérégie, on bénéficie du programme ALUS qui est de là depuis 2018, qui nous a permis d'aller chercher 25 000 à ce jour. Et le programme continue encore. Puis aussi, j'ai oublié de dire que le RPA aussi continue là, pour au moins 2 années, pour ceux qui participaient avant. Donc, quand je parlais tantôt d'investissement pour la ferme,
pour pour la résilience de la ferme. En ce moment, on est capable de dire que c'est quasiment un coût nul. C'est sûr qu'il faut toujours considérer les 6 hectares qu'on a transformés d'hectares cultivables en bandes riveraines. C'est des revenus de moins, mais c'est quand même très intéressant comme investissement là, pour la ferme, puis aider à, à bien structurer l'ensemble de la ferme. Ensuite de ça, ce qui nous amène au vif du sujet là, pour la santé des sols. On a bien beau, on essaie de les protéger avec les bandes riveraines, mais le plus important, c'est dans le champ directement. L'investissement majeur est là pour améliorer notre santé des sols. Comme depuis tantôt, il parlait, la clé de la santé des sols, c'est des racines vivantes. On a décidé d'investir beaucoup là-dessus. J'aime bien les 2 photos ici. Car quand quelqu'un me demande par quoi commencer en culture de couverture, souvent je dis le plus simple, c'est des céréales d'automne. C'est un très bon début pour commencer à faire des cultures de couverture parce que souvent, tu peux aller chercher un revenu de cette plante-là. Puis comme sur la technique sur la photo, moi je l'ai faite là, par épandage là, dans un soya à la défoliation, je veux dire. Que c'est très simple, ça ne coûte pas grand-chose, c'est facile à faire. Donc, c'est souvent une très bonne étape pour commencer des cultures de couverture. Et aussi, les céréales d'automne aussi, quand tu commences à travailler avec ça, puis tu réussis à avoir des bons résultats, c'est la très bonne fenêtre pour faire le meilleur investissement sur la ferme, faire des cultures de couverture en dérobé, pour avoir assez de temps pour se venir en pleine maturité. Donc, c'est ça que j'amène sur la photo de gauche. C'est une racine de févrole. La févrole, on la cultive pas au Québec pour la récolter, pour faire des revenus avec. Que c'est vraiment sur la ferme, c'est vraiment un investissement d'acheter de la févrole pour nourrir notre sol, pour vraiment amener une racine vivante très intéressante sur la ferme. On parlait tantôt, il y a une évolution dans tout ça. On était entouré plein d'experts. C'est ça qui est important, là, c'est puis d'autres producteurs. Maintenant, avec les réseaux sociaux, puis plusieurs agronomes là, des différents réseaux, il y a une belle expertise qui se crée dans ça. Donc, je vois ici, j'ai mis c'est un peu gros comme diapositive. Viser les mélanges de racines. Depuis 2020 à 2024, là, je vous présente les différents types de mélanges que je fais après mes céréales d'automne. Que tu vois, j'ai été passé on a fait différentes choses, on s'améliore parce qu'on a toujours des techniques. Moi, avec ces mélanges-là, j'essaie le plus possible de revenir en semi-direct de maïs l'année suivante. Que c'est pour ça qu'il faut toujours penser à l'enjeu du printemps. Parce que moi aussi, l'important, c'est pour ça que tantôt je posais la question pour le travail à l'automne. Moi, je pensais que le bénéfice, c'est de ne pas travailler le sol à l'automne puis le printemps qu'on est capable pour vraiment améliorer la structure du sol. Donc, c'est pour ça que finir avec un mélange qu'on voit ici. J'ai été dans la févrole, pois fourragé, raie grasse, radis décompacteur, trèfle rouge. On a mis différentes racines. Un mélange très intéressant, moi, sur la ferme. On mise beaucoup là-dessus, là, sur cet investissement-là. La chance qu'on a des dernières années, puis quand je parle d'opportunités, je participe là, depuis l'année dernière là, au projet Racines d'avenir de Laboratoire Vivant. C'est que là, on a des chercheurs qui venaient prendre des données pour vraiment nous aider à bien comprendre tout ce qu'on fait. Puis c'est ça que j'aime, c'est comme là, on voit l'aspect de biomasse ici des plantes.
Je suis content d'avoir ces données-là parce qu'on est capable de voir si on peut se rajouter pour améliorer nos mélanges. C'est comme moi dans ce tableau-là, ces colonnes-là, ça me frappe que je pensais de semer assez beaucoup de fèves rares, finalement, je n'en fais pas tant que ça comparativement au poids. J'espérais de viser un équilibre entre les deux, que je vais être obligé de me réajuster sur cet aspect-là. Puis aussi, je pense que je fais un petit peu trop je fais un peu trop de graminées aussi pour être capable de faire un très bon semi-direct au printemps. C'est des choses intéressantes qu'on est capable de plus en plus à avoir pour être capable de s'améliorer pour mieux investir, puis que surtout, ça soit plus facile. Parce que j'aime dire, puis j'étais avec un autre producteur dans un consensus pour le RPA, puis on est tous des chefs cuisiniers. C'est facile de dire on prend toute la même recette, faire la chose qui marche tout le temps, travailler ça l'automne, travailler ça le printemps, puis on s'aime, puis ça va toujours sensiblement toujours marcher. Quand on décide de faire autrement, faut appliquer des recettes qui souvent sont ailleurs ou qui sont plus théoriques. Il faut réussir à les adapter sur notre ferme. Et souvent, on va prendre un ingrédient, on va l'ajouter, la recette n'est pas fameuse. On va l'enlever, on va essayer de rajouter d'autres choses. Et souvent, les mélanges qu'on fait là, de culture de couverture, c'est en plein ça. On essaie d'en enlever, on essaie d'en remettre, d'en rajouter, puis de trouver la bonne façon pour qu'on réussisse toujours à mieux performer côté de nos semis pour que ça marche bien. Puisque on est toujours on est des gestionnaires de risques sur notre ferme. Nous autres, c'est important de se convaincre que ça marche bien sur nos fermes. Puis c'est là qui m'amène à, je vais en revenir plus tard là-dessus. Mais par exemple, pour continuer sur l'aspect des racines vivantes, sur notre ferme, on n'a pas été capable et moi, à mon bord, je me dis, ma comptable j'ai pas encore réussi à la convaincre de faire plus grand de céréales d'automne sur la ferme. Donc, si je veux réussir à avoir des racines vivantes plus longues sur la majorité de ma superficie de ma terre, j'ai décidé d'investir ces intercalaires dans le maïs grain. Et ça a fait en sorte qu'on a commencé tranquillement avec un petit saumon qu'on a modifié, faire des petits mélanges, avec les programmes que je vais vous parler tantôt, à modifier puis s'en aller vers un sarcleur pour aller en faire plus grand, plus précis, puis en même temps réduire nos herbicides. Ici, là, on parle un peu des coûts d'investissement, les sarcleurs, les semoirs. Souvent, les coûts de semences, ça revient à peu près, on essaie de viser toujours un peu 900$ de l'hectare. C'est sûr que on parle que c'est vraiment un investissement et non juste un coût parce qu'on veut améliorer notre sol. Souvent, ça peut être un frein là, dans l'application des cultures de couverture parce que c'est des coûts de plus sur la ferme, mais il faut vraiment se le mettre en investissement. Et c'est pour là que les programmes comme le RPA, les PGB, là, avec les producteurs avec les solutions climat, qui font en sorte qu'on peut aller chercher de l'argent là pour faire les tests chez nous. C'est surtout ça, puis moi, c'est ça qui a réussi à convaincre mes partenaires sur la ferme d'en faire plus grand, plus vite, puis d'investir sur de la machinerie pour ça, parce que là, on avait de l'argent pour être capable de, de faire des tests, puis de trouver notre recette sur la ferme, parce que souvent, tu vas la faire la première année, tu vas le rater, puis tu vas dire c'est pas bon, puis j'en fais plus. C'est ça qui était intéressant avec ces programmes-là, à nous aider plus rapidement. C'est comme d'autres, on a été capable de chercher 55 000 là, depuis 3 ans sous la ferme avec ces programmes-là, que ça allait beaucoup à prendre des décisions, puis à faire des moves sur la ferme. Et c'est ce qui est
nous amène après ça, quand que je parle de gestion de risque, qu'on est tous des gestionnaires de risque, quand on est dans le champ, quand on va appliquer des choses, qu'on veut faire des choses, notre niveau d'anxiété, notre niveau de stress augmente. C'est souvent facile de revenir à la recette standard et de vouloir appliquer pour être sûr que la rentabilité de la ferme soit pas affectée. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui est fun encore, puis je parle encore d'une opportunité. Depuis quelques années, on participe à des parcelles sentinelles qui font en sorte on a des gens qui nous accompagnent pour nous botter un peu dans le derrière pour dire qu'on est capable de faire des tests, de vraiment réussir à se motiver, tout ça, parce que c'est facile à l'hiver de planifier, on va faire des belles parcelles d'azote. C'est très facile à l'hiver, on prévoit tout ça, mais rendu au printemps, dans la folie du printemps, c'est toujours très, très difficile d'appliquer, mais quand on a un bel accompagnement, c'est plus facile, c'est pas mal plus encourageant. Parce que ça aussi, ça, c'est une autre façon de rentabiliser l'entreprise, si je suis capable aussi de réduire mes intrants chimiques avec la santé du sol, ben ça devient de quoi encore plus intéressant. Donc, les parcelles sentinelles, là, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, ben, c'est de faire des parcelles avec la dose du producteur dans son plan de fertilisation, puis de rajouter plus 40 unités dans une parcelle, moins 40 unités, puis une parcelle qu'on met juste l'application du planteur pour quand même faciliter la chose de l'étude pour le producteur. Qui se fait en sorte que si je ramène ça ici en chiffres là, sur notre ferme, puis aussi, c'est ça parce que si vous allez voir toutes les données en ce moment, c'est ça qui est toujours difficile quand on fait des parcelles, puis pour nous autres, pour mieux gérer notre risque. La variabilité dans le champ est toujours très, très important parce qu'ici, on va voir là, il y a certaines données que le rendement a vraiment sorti supérieur que d'autres, que c'est pas toujours évident. Là, je pourrais pas, comment je dis ça? On veut, c'est des données préliminaires pour nous autres sur la ferme, puis juste pour au moins s'enligner un peu mieux dans le temps pour être capable de me sécuriser moi sur mes décisions sur la ferme. Parce que quand on est dans le champ, comme je vous parlais tantôt, c'est facile de dire j'applique, j'ai l'applicateur d'azote avec moi, puis si je mettrais une dose assez élevée, je suis sûr que le rendement va être bon, puis je vais être correct. Et de se dire, ben, je vais réduire, puis je vais être sûr d'être capable d'avoir la même rentabilité. C'est là qu'il faut être capable de bâtir une confiance avec des bonnes données. Puis c'est ça qu'on essaie de travailler en ce moment pour s'améliorer là-dessus. Avec les données qu'on voit ici, là, ben, on voit que avec les champs, quand je prends la parcelle 2022, entre les parcelles 2023-2024, la parcelle 2022, c'était un retour de soya seulement. La parcelle 2023-2024, c'est un retour de culture de couverture après une céréale d'automne. Qu'on voit ici, là, on est capable de baisser tranquillement les doses d'azote là, pour aller chercher un peu de rentabilité là-dessus. Ce qui m'amène à un autre point que j'aime parler quand on parle de santé des sols, c'est les bilans carbone. Puis ce que j'aime dire sur ce point-là, nous autres, on a fait nos bilans carbone sur la ferme. C'est faire de la séquestration de carbone puis s'améliorer sur nos émissions de carbone. Ça passe surtout pour les gens de grande culture, ça passe pour une santé des sols. C'est facile pour quelqu'un qui vise la santé des sols de faire des améliorations dans son bilan carbone. Donc, c'est ça que j'essaie d'appliquer aux gens qui voudraient embarquer qui veulent embarquer dans les projets de bilan carbone. C'est il y a des bénéfices de faire les choses pour la séquestration de carbone puis réduire le carbone en améliorant ton sol puis en aidant ton entreprise, pas juste en séquestrant du carbone aussi. Puis c'est ça qui fait en sorte
c'est des entreprises résilientes, des sols résilients qui font en sorte que le bilan carbone va être amélioré. Parce que ça revient, c'est une roue qui tourne, là, la santé des sols, puis la biodiversité, le carbone. C'est des actions qui sont mises à la ferme. On disait diminuer l'impact des changements climatiques, santé des sols, diminution des frais relais à l'énergie, l'augmentation de la biodiversité. Et dans le diagnostic Agri-Climat a fait sur la ferme et les bilans carbone, ben, c'était des choses que je faisais déjà pour ma santé des sols et la résilience de mon entreprise. Que c'est juste de quoi qui a été facile à faire sur notre ferme. Et j'amène ici, puis je me mets à nu. C'est c'est ce qui représente le bilan carbone sur notre ferme. On sait qu'on a un gros enjeu avec l'émission des N2O de nos sols. On sait que c'est là-dessus qu'il faut travailler encore plus. On sait qu'il manque des données. On va encore plus de données, c'est culture de couverture. Merci. Grand merci, M. Péloquin. On voit souvent des études sur les impacts des pratiques agro-environnementales à la ferme, mais c'est toujours meilleur quand on a le témoignage d'un producteur. On serait rendu à la période de questions. Donc, je vois beaucoup de mains d'applaudissements, mais il n'y a pas tant de questions dans le clavardage. Mais moi, j'en aurais peut-être une pour débuter, si je peux me permettre. Avec tout ce que vous avez fait là, dans le cadre de votre démarche, est-ce que vous avez vu, mettons, au sein de votre communauté agricole, des gens que vous avez réussi à influencer à travers vos démarches, justement, à ce jour? Est-ce qu'il y a des collègues, je ne peux pas dire vraiment collègues, mais en tout cas d'autres producteurs qui ont vu votre démarche puis qui ont eu le goût d'embarquer dans ce que vous faites? Eh ben, c'est ça que je trouve intéressant là, depuis les dernières années, les cohortes. Les cohortes de producteurs là, par le FPA, là, c'est des choses. Parce que la chose comment dire, la plus concrète, un producteur a besoin, et moi-même, je me constate là-dedans, on a besoin de concret. Moi, le plus bel exemple que j'aime dire, moi, sur la ferme, moi, c'est un propriétaire qui vient récolter qui vient récolter. Puis c'est une personne qui était du type assez conventionnel. Puis maintenant, j'ai vu depuis quelques années qu'elle commence à intégrer certaines choses sur sa ferme. Que le samedi, que tu sais, lui, il voit les rendements que je sors, qu'est-ce qui est concret pour lui. Puis c'est pour ça qu'on plusieurs d'autres producteurs que je connais, puis moi-même, ben, on se donne le devoir de, si on est capable de faire visiter notre ferme et de démontrer ce qu'on fait sur la ferme, on va le faire parce que c'est ça qui parle le plus aux producteurs. Et c'est là que je le vois aussi. Moi, c'est quand les producteurs réussissent à visiter chez nous, souvent, il y en a qui partent avec des idées, puis après ça, j'entends qu'ils ont réalisé. Là. Tout à fait, c'est important pour les producteurs, je crois, d'avoir des producteurs ambassadeurs comme vous, parce que souvent, on va entendre la partie théorique, puis des fois, ça peut faire peur. Puis quand on se rend compte qu'on a un producteur qu'on connaît qui a mis en place certaines pratiques, ça devient rassurant, puis ça donne le goût d'aller dans la même direction. Donc, bravo de mettre en œuvre tout ça. Là. J'ai une autre question pour vous. Avec les bandes riveraines herbacées que vous avez implantées, est-ce que vous voyez une différence avec les pressions de mauvaises herbes qui proviennent de ces fossés? Euh, Moi, j'ai des belles implantations de bandes riveraines avec des beaux couverts de plantes herbacées, là, comme des trèfles, là, des vivaces là, qui sont très intéressantes. Ça fait une belle bande de protection contre les autres mauvaises herbes. J'ai vraiment pas de trouble là, avec ça. C'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu de la phragmite qu'il faut s'attarder. C'est un enjeu encore sur la ferme là, qu'il faut, à certains endroits, là, qu'il faut remédier à ça. On essaie de trouver des bonnes façons, mais la majorité du temps, là, je peux dire à 90%, quand l'implantation de la bande riveraine est bien faite, il n'y a aucun problème là, d'invasion de mauvaises herbes dans le champ. Oui, en fait, ça doit même faire une compétition avec les mauvaises herbes, donc il y a moins de semences qui vont dans votre champ.
On a un commentaire là, dans le clavardage qui dit que justement, c'est intéressant d'avoir des cas réels qui sont présentés aux producteurs puis aux conseillers, qu'on leur présente davantage des cas réels là, comme le vôtre, justement. Donc, leur présenter aussi les choix auxquels vous devez faire face là, de temps à autre. On a une autre, je dirais une dernière question. Provenant du clavardage, comment décririez-vous l'approche du laboratoire Vivert Acide Navenir concernant la dynamique entre vous, votre conseiller et le chercheur qui vous accompagne? C'est très intéressant. C'est surtout l'aspect, c'est de réussir à amener des personnes très expertes dans leur domaine et l'amener dans notre réalité. C'est ça qui est très intéressant. Puis quand on parle tantôt de trouver la bonne recette, c'est quand on a les côtés pratiques, souvent qui arrivent des universités ou des centres de recherche. Souvent, quand on arrive à l'appliquer chez nous, c'est pas toujours évident. Mais là, quand le chercheur est chez vous sur ta ferme, ça l'aide beaucoup à améliorer je le dis souvent depuis tantôt, là, mais d'améliorer nos recettes là, sur la ferme là, pour bien dynamiser et bien comprendre tout. Parce que, tu sais, on a plusieurs chapeaux de producteurs agricoles, mais maintenant, on a nos limites. Là, on ne connaît pas toutes. Là, que quand on réussit à avoir un expert d'un certain domaine, c'est très enrichissant. Ben oui, tout à fait. Donc, ça vous donne un accès direct à quelqu'un qui a un savoir et qui peut vous suivre à la ferme, dans le fond. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Péloquin. Je vais redonner la parole à Myriam qui va pouvoir conclure notre journée. Oui, merci encore, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre webinaire. Merci à vous tous d'avoir participé en si grand nombre. Merci encore aux conférenciers et merci au comité organisateur pour la préparation de ce webinaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore.